Bonjour, je m'appelle Henry Keane, voici News Pulse sur UATV. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, dans cet épisode, l'économie de Poutine s'effondre suite aux frappes ukrainiennes et aux sanctions européennes. L'hystérie d'Orban atteint vraiment un nouveau sommet. Désormais, le Premier ministre polonais est sa cible. L'Ukraine va jouer un rôle accru dans les systèmes de sécurité mondiaux. De nouveaux formats sont déjà en train d'émerger. Au moins 20% de la capacité d'exportation russe est hors service selon Reuters. Le port russe d'Oust-Louga a suspendu ses exportations de pétrole il y a une semaine après des frappes de drones et des incendies. Tandis que les drones ukrainiens visent les infrastructures, le réseau d'oléoducs russes sature sous l'accumulation de pétrole stocké. Certains gisements devront donc réduire leur production pour éviter de saturer davantage un système déjà surchargé. La cause de cette surcharge est peut-être la campagne de mars 2024 des forces de défense ukrainiennes. C'est l'une des plus vastes en termes de nombre d'entreprises stratégiques russes qui ont été prises pour cible. Les frappes ont touché 5 usines majeures et 10 installations de raffinage de pétrole russes. Parmi elles, l'usine Kremny EL à Briansk, l'un des plus grands fabricants de microélectronique de Russie. De plus, l'unique centre de maintenance des systèmes S-400 en Crimée a été visé, tout comme l'usine d'Alchevsk qui coule des obus. Par ailleurs, l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques russes est en proie aux flammes à Nijnekamsk. Et non, ce n'était pas l'Ukraine. Il n'y a eu aucune attaque de drone, aucune alerte radar, rien du tout. Alors, que s'est-il passé? C'est la Russie elle-même, en fait. Une surcharge systémique. Jugez-en par vous-même. Cette usine de Nijnekamsk, que vous voyez brûler, ne pouvait même plus entretenir ses machines, car il s'agit exclusivement d'équipements occidentaux. La Russie ne produit tout simplement pas ce genre de matériel. Maintenant, ajoutez à cela les sanctions internationales, qui empêchent l'usine d'obtenir des pièces de rechange pour ses machines occidentales. Ajoutez à cela que l'usine ne peut pas s'arrêter pour réparer son système à cycle continu alors que les livraisons doivent suivre. Les cycles ne sont pas respectés, loin de là d'ailleurs. Et c'est déjà grâce aux drones ukrainiens qui survolent la Russie et la situation empire. Et pour couronner le tout, le tsar russe, déconnecté de toute réalité objective par ses ambitions impériales, exige une hausse de 50% de la production de missiles. Cela signifie 50% de plus sur un système déjà totalement surchargé. Et voilà, un grand final prévisible. Sans aucun drone ukrainien impliqué, l'infrastructure militaire russe commet ce qu'on pourrait désormais appeler un suicide technique. Un mélange gazeux a explosé suite à une chute soudaine de pression sur la ligne produisant du caoutchouc synthétique et des plastiques pour les missiles russes. Quelle métaphore pour l'économie russe qui, en effet, perd de la pression et littéralement tombe en lambeaux. Sans pièces de rechange, sans argent, sans temps et avec un grand manque de professionnels, dont beaucoup étaient des Occidentaux travaillant en Russie à l'époque. Aujourd'hui, Poutine préfère jeter toutes les ressources restantes dans le brasier de sa guerre chérie. Eh bien, bonne chance pour achever la Russie, Vlad. Un autre avion de chasse russe, un Su-30, s'est écrasé en Crimée temporairement occupée. C'est le 3e accident de ce type cette semaine. Lors du crash précédent, c'était un avion militaire AN-26 et le lieutenant-général russe Alexandre Troschenko, commandant du corps d'aviation mixte de la flotte du Nord, y a été tué. Et en 2014, ce général a personnellement participé à l'occupation russe de la Crimée et il était récemment retourné sur la péninsule pour régler les problèmes critiques de défense aérienne causés par la destruction systémique des actifs militaires russes par les forces de défense ukrainiennes en général et de la défense aérienne en particulier. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le crash de l'avion était dû à un dysfonctionnement technique. Eh bien, c'est le cas. De plus, ce n'est pas seulement un manque de pièces de rechange, c'est un dysfonctionnement technique, vraiment, du système construit par le Kremlin, qui est systématiquement dégradé par l'Ukraine. Et une autre histoire sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Un train de passagers a déraillé à Ulyanovsk, en Russie. 7 wagons d'un train reliant Tcheliabinsk à Moscou se sont renversés. Au total, 415 passagers étaient à bord au moment de l'incident.
et pendant ce temps, les wagons se sont couchés sur le côté, forçant les passagers à sortir par les fenêtres pour s'échapper. Les autorités locales font état de 22 blessés, dont un enfant. Et encore une fois, il n'y a aucun lien, quel qu'il soit, avec l'Ukraine. C'est juste la Russie qui reste la Russie. Plus d'un tiers de toutes les entreprises russes génèrent des pertes, selon les statistiques russes provenant de Rosstat. Des problèmes importants ont été enregistrés dans les secteurs du charbon, du pétrole, du gaz, de l'automobile et j'en passe. Le budget fédéral manque actuellement de fonds pour poursuivre la guerre contre l'Ukraine. C'est si grave cette fois que le tsar lui-même a réagi. Poutine s'est tourné vers les oligarques pour obtenir de l'argent. Pendant ce temps, on demande aux citoyens russes de travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine, avec des salaires retardés. Eh bien, cette initiative a été proposée par des oligarques russes, bien sûr, le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le secrétaire de presse de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il ne voyait rien de mal à cette idée. Plus de détails dans le reportage suivant. 94% des entreprises de restauration en Russie fonctionnent à la limite de la rentabilité ou à perte. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Action Buchhalteria, qui a porté sur plus de 500 entreprises à travers la Russie. Près d'un tiers des répondants, 31%, ont déclaré des pertes. 36 autres % ont déclaré que les bénéfices étaient de faibles, tandis que 26% ont décrit leurs entreprises comme financièrement instables. Commençons par Volgograd. Depuis le 1er janvier, 8 restaurants ont fermé, selon les médias. Et ce n'est que dans un seul quartier, le centre-ville. Hier, je suis passé devant un lieu ouvert 2 mois avant nous. C'est déjà fermé, malgré tout le bruit fait lors du lancement pour s'imposer sur le marché. J'ai vérifié sur Avito, c'est fini. C'est en vente. À Moscou, 45 restaurants ont fermé depuis le 1er janvier. Et ce ne sont pas seulement des commerces isolés. Les chaînes de restauration ferment aussi. Les grandes entreprises font aussi face à de graves difficultés. Selon le Moscow Times, la chaîne Magnit, avec plus de 32 000 magasins dans 72 régions russes, a fini 2025 avec une perte de 22,5 milliards de roubles. C'est le premier résultat négatif de l'entreprise en plus de 20 ans d'activité. La raison principale serait le poids de sa dette. À cause du taux d'intérêt élevé, le coût de la dette a bondi de 74%, atteignant près de 164 milliards de roubles par an. Presque toutes les entreprises signalent une chute de leurs bénéfices. La pression sur les entreprises frappe aussi les consommateurs, sous la forme d'une hausse des prix. Le beurre le moins cher est à 154 roubles les 100 grammes. Un bon beurre comme le Vkusnoteevo est déjà à 300. Voilà où en sont les prix maintenant. Les analystes disent que ce ne sont pas des problèmes isolés par secteur. C'est la preuve d'une crise systémique de l'économie russe. Pour la première fois, 74 régions russes ont fini l'année en déficit budgétaire. Et il n'y a rien pour compenser cela. Le renseignement ukrainien rapporte que les réserves d'or russes en 2026 sont au plus bas depuis 4 ans. Les réserves financières de l'État agresseur s'épuisent. À cause de la guerre, des sanctions et des frappes ukrainiennes sur des sites stratégiques en Russie, le déficit budgétaire russe en 2026 atteint déjà 100 milliards de dollars. Le déficit cumulé a déjà dépassé les 15 billions de roubles. Si vous divisez par 80, vous obtenez le chiffre en dollars. Et donc, ce déficit énorme, que le gouvernement ne sait plus comment combler, les pousse à dire que la seule option est de réduire les dépenses. En fait, dès février, alors que l'année commençait à peine, le gouvernement russe envisageait déjà une mise sous séquestre, c'est-à-dire limiter les dépenses budgétaires. Le gouvernement russe cherche des solutions à ses déboires financiers, mais rien de bon ne s'annonce pour les citoyens ordinaires. Par exemple, pour économiser, Anatoly Artamonov, chef du comité du budget au Conseil de la Fédération, a suggéré que les responsables de la région de Kaluga ferment les maisons de retraite. Et voici une autre initiative, pour ainsi dire, très prometteuse. L'oligarque Oleg Deripaska a suggéré que les Russes passent à une semaine de travail de 6 jours. Mais ce n'est pas tout. Selon lui, l'emploi du temps devrait également changer. Au lieu de postes de 8 heures, les gens devraient travailler 12 heures par jour, de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Nous n'avons pas beaucoup de ressources. Pour être précis, nous n'en avons qu'une, et elle est liée à notre trait national. Dans les moments difficiles, nous savons nous serrer les coudes et travailler plus.
Et plus tôt nous passerons nous-mêmes à ce nouvel horaire de 8h à 8h, samedi compris, plus vite nous traverserons cette transformation. Oleg Deripaska, fondateur de la plus grande holding métallurgique de Russie, Rusal, d'après la publication du Moscow Times. Pendant ce temps, les secteurs clés qui remplissaient autrefois les caisses de l'État russe continuent de s'effondrer sous nos yeux. L'industrie des métaux ferreux, par exemple, a perdu l'accès à la technologie à cause des sanctions et du départ des partenaires étrangers, et recule de plusieurs décennies selon le renseignement ukrainien. La modernisation de l'ensemble du secteur est désormais suspendue. Les banques s'abstiennent de financer des projets face à l'instabilité, tandis que les entreprises tentent de préserver leur liquidité par crainte de nouveaux chocs. Un reportage de Nikita Skoblakov, UATV News. Et tout ce que le Kremlin peut faire pour montrer sa soi-disant puissance, c'est d'attaquer les infrastructures civiles. Lors de la dernière attaque russe massive, qui a débuté hier et a duré près de 20 heures, la défense aérienne de l'Ukraine a détruit 26 missiles et 515 drones ennemis. Au total, la Russie a lancé 579 cibles. Comme le dit Zelensky, d'après les documents du renseignement, les Russes frapperont la logistique, les chemins de fer et l'eau dans les prochains mois. Ce qu'un populiste fait pour gagner sa vie, blâmer les autres. Ce qu'un populiste fait pour survivre quand il sent qu'il perd son emprise sur ses 16 ans de pouvoir en Hongrie et qu'une responsabilité personnelle se profile. Orbán a commencé par l'hystérie habituelle, s'adressant cette fois au Polonais Donald Tusk, citant Orbán, « L'Europe approche de l'une des crises économiques les plus graves de son histoire. Le monde fait face à une grave crise énergétique. L'Europe est en grand danger. La seule issue est de lever les sanctions imposées sur l'énergie russe. Immédiatement, nous devrions penser non pas à Poutine, mais à notre pays et à notre peuple. Au lieu d'inciter à la guerre, aime et sauve ton pays, Donald. » Le Premier ministre polonais a répondu à l'appel. Orbán, main dans la main avec Poutine, a depuis longtemps abandonné l'Europe. Nous ne permettrons pas aux politiciens qui regardent vers Budapest de condamner la Pologne au même sort. D'après le message du parti de Donald Tusk, la plateforme civique sur X. Et puis, d'une manière ou d'une autre, contournant le blocage d'Internet du Kremlin, le disciple d'Orbán apparaît en ligne, Dmitriev de Russie. Le Premier ministre Orbán est l'une des rares voix de sagesse et de raison en Europe. Il comprend la gravité de la crise énergétique et économique à venir et, contrairement aux bureaucrates de l'UE, sait ce qu'il faut faire pour minimiser les dégâts. L'Europe doit écouter ces quelques voix de la raison. Kirill Dmitriev, envoyé spécial de la Russie sur X. Eh bien, Orbán, Dmitriev, Fico, Poutine, peu importe, tous les populistes font pareil. Ils ne vous parlent pas, ils vous imposent. Et ce qu'ils vous disent, c'est une hystérie alarmiste visant à susciter non pas une prise de conscience, mais bien au contraire, la peur. Et plus ils nous le disent fort, mieux nous pouvons. Leur temps est compté. Et cela signifie que quelque chose de nouveau doit émerger. L'ancien représentant spécial des États-Unis pour l'Ukraine a critiqué l'OTAN, affirmant qu'elle a besoin de renouveau, voire d'un remplacement. Il a déclaré que l'organisation avait agi lâchement pendant la guerre américaine contre l'Iran. Peut-être avons-nous besoin d'une nouvelle OTAN, d'une nouvelle structure de défense. Il y a des moyens d'y parvenir. C'est dans le traité. On pourrait créer une alliance avec le Japon, l'Australie et les pays européens prêts à se battre, comme la Nouvelle-Allemagne ou la Pologne. Même l'Ukraine, qui s'est également révélée être un bon allié. Kit Kellogg, ancien envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Ukraine. Eh bien, alors que M. Kellogg veut remodeler l'OTAN, sans doute pour mieux servir l'Amérique lors de sa prochaine guerre, M. Rubio en est certain, la solution est de claquer la porte. Quand nous avons besoin qu'ils nous laissent utiliser leurs bases militaires, leur réponse est non. Alors pourquoi sommes-nous dans l'OTAN? Il faut se poser la question. Pourquoi avons-nous des milliards et des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars au fil des ans, des billions de dollars et toutes ces forces américaines stationnées dans la région si au moment où nous en avons besoin, on ne nous permet pas d'utiliser ces bases? Je pense donc qu'il n'y a aucun doute, malheureusement, une fois ce conflit terminé, nous devrons réexaminer cette relation.
Nous devrons réévaluer la valeur de l'OTAN et de cette alliance pour notre pays. En fin de compte, c'est au président de prendre cette décision. D'une manière ou d'une autre, l'Ukraine sera là pour participer à toute nouvelle structure de défense qui verra le jour. L'Ukraine participe à tous les formats d'engagement avec ses partenaires pour plus de sécurité et une force partagée. Nous continuons à travailler avec les pays qui sont actuellement attaqués par le régime iranien. De nouveaux accords ont été conclus et l'Ukraine aura une présence encore plus grande dans les nouveaux formats de sécurité. Cela renforcera certainement le potentiel d'exportation et les capacités de défense de l'Ukraine. Un appel à l'action sur UATV. Nous vous demandons sincèrement une minute de votre temps pour nous aider à mieux nous orienter. Veuillez commenter dans la section ci-dessous et nous donner votre avis sur la question. La question est la suivante. L'OTAN doit-elle rester telle qu'elle ou changer? Et si oui, de quelle manière? Nous pourrions présenter vos réponses les plus populaires et les plus brillantes dans notre prochain épisode de News Pulse. Alors n'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et pour la 15e semaine de l'année 2024. Je suis Henry Keane, nous sommes UATV. Merci infiniment pour votre temps et vos efforts investis en Ukraine. On le sent, on en a besoin et on l'apprécie énormément. Commentez, likez et abonnez-vous pour voir ce que la semaine prochaine nous réserve à l'échelle mondiale et locale. UATV sera là pour vous tenir au courant, comme d'habitude, d'un point de vue ukrainien. Alors, restez prudents et restez à l'écoute. Au revoir.